Très bien. Écoutez, bienvenue. Je vous remercie très profondément de venir toutes les deux en transgressant les camps politiques pour nous intéresser à ce qui nous intéresse tous, la santé des gens qui vivent ici. Je suis extrêmement honoré, flatté. C'est ce que je vous disais, j'ai l'habitude d'être dirigé par les femmes, puisque la présidente de mon conseil d'administration est une femme qui est Yolande Obadia. La présidente de mon conseil scientifique est une star de la science, peut-être la femme la plus brillante en sciences dans ce pays, qui est une parisienne, qui est Laurence Zidvogel. Et donc, je ne suis pas surpris d'être dirigé par les femmes. Voilà. Donc, quelques données chiffrées, malgré les apparences. Quelques données chiffrées pour mettre les choses en perspective. Donc, le nombre de morts actuellement de l'épidémie de coronavirus, sur les dernières données qu'on a, c'est 800 000 personnes sur une population de 7,8 milliards d'habitants. Encore une fois, il faut mettre ça en perspective. C'est une épidémie importante. On verra les gens qui sont les plus touchés. Enfin, la grippe espagnole, pour une population de 1,9 milliard, c'est 50 millions de morts, et presque que des jeunes. C'était l'armée, hein, c'est presque des jeunes. La grippe asiatique en 1957, c'était entre 1,1 et 2 millions pour une population de 2,9 milliards. La grippe de Hong Kong de 68, c'était 1 million de morts pour une population de 3,6 milliards. Et la dernière année pour laquelle on a des données, les infections respiratoires basses ont tué dans le monde 2,5 millions de personnes. Donc on est face à un problème, mais pas un problème qui dépasse ou qui rattrape les choses que l'on a déjà vues dans le passé et que l'on a gérées dans le passé alors que nos moyens étaient inférieurs. Ici, à l'assistance publique, donc j'espérais qu'on arrive, je crois que quand on aura rentré les résultats en retard, on sera arrivé aujourd'hui à avoir fait 200 000 tests à l'IHU pour 86 000 personnes. 6 800 personnes étaient positives, donc vous voyez, en moyenne, le pourcentage de positifs est de 8%. Et il y a eu ici 169 décès, donc 2,4% de la population qui a été testée. Ici, à l'IHU Méditerranée, infection, vous savez qu'on traite les gens avec hydroxychloroquine et azithromycine, et sur les 4600 personnes qui ont reçu leur traitement, qui était évaluable, c'est-à-dire qu'il y a eu au moins 3 jours de traitement, il y a eu 19 morts, le dernier était hier d'ailleurs, ce qui veut dire qu'on a une mortalité de 0,45% sur cette maladie traitée ici. Et récemment, on a eu l'occasion de traiter les gens dans les EHPAD, là aussi. La mortalité nationale dans les EHPAD, c'est de 27%. Nous, on a eu l'occasion de traiter 116 personnes avec une mortalité de 15,5%. Et quand on comparait ça ici, à Marseille, avec les gens non traités, on retombait sur 27% aussi, c'est-à-dire on a une mortalité qui est la moitié chez les gens qu'on a traités. Alors, on peut toujours penser que ce qu'on a fait, c'est de la chance. Mais enfin, ça fait des données qui s'accumulent. Si on regarde maintenant ce qui se passe et ce qui nous occupe maintenant, c'est-à-dire ce que nous on appelle le deuxième acte, c'est-à-dire cette réaugmentation à partir de juillet, on voit que depuis le 15 juin, on a l'impression que le 15 juin, les choses étaient en train de s'arrêter, pratiquement plus de morts en France. Il y a toujours un petit peu, parce qu'il y a un délai entre la mortalité et le diagnostic, il y a un délai d'un mois à peu près. Donc depuis, on a testé 56 000, on a fait 56 000 tests. Ça a augmenté. L'ARS et l'assistance publique nous demandaient d'augmenter nos capacités. Hier, on a effectivement culminé à ce qu'on nous demandait, ce à quoi on nous demandait d'arriver, c'est-à-dire 3 000 tests hier. Ça nécessite de l'imagination, une réorganisation permanente. Mais heureusement, avec l'assistance publique, monsieur le directeur général, avec monsieur Pinzelli, on a les ressources qui arrivent au fur et à mesure. C'est un peu compliqué parce que c'est l'été, donc de recruter des gens supplémentaires. Actuellement, ce n'est pas la meilleure saison. C'est un peu compliqué de demander aux gens. On a moins de personnel en général et les recruter maintenant est un peu compliqué, mais pour l'instant, on arrive à le faire. Et le nombre de tests que l'on fait augmente de façon considérable, puisque beaucoup de laboratoires n'arrivent pas à le faire, y compris des laboratoires privés, y compris Alphabio, là, que notre ministre ira voir cet après-midi, y compris Briançon, Gap. Donc on teste beaucoup de prélèvements extérieurs. Donc tous les patients qu'on traite ici, qu'on a ici, ne sont pas nécessairement des gens qui venaient de Marseille. Au début, en juillet, on avait à peu près 60% de gens qui venaient de l'extérieur. En particulier, il y a beaucoup de gens qui venaient du sud en bateau.
On a eu une petite épidémie d'un nouveau variant qui est arrivé par bateau, qui a touché 50 personnes. Pour l'instant, ce nouveau variant a disparu. Ça veut dire qu'il y aura des variants, un variant assez significatif. Et puis là, le nombre de décès que l'on a actualisé aujourd'hui sur les 1800 personnes qui ont été testées, c'est 7 décès. Et il y a actuellement, je parle sous le contrôle de mon directeur général, 7 personnes qui sont hospitalisées en réanimation. Ici, depuis le début de ce deuxième acte, on a traité un peu moins de 1500 personnes avec un décès. Et ici, vous avez la cinétique. On a l'impression qu'on est passé à un niveau d'une centaine de patients marseillais par jour testé, en testant 5 jours sur 7. Le samedi, dimanche, il y a toujours moins de cas. Et puis, quelque chose qui reste une constante actuellement, c'est vrai que nous testons plus et nous hospitalisons plus. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de tests dans toute la France. Moi, je suis ravi pour ça. On a été passé à une restriction des tests. Maintenant, il y a plus de 100 000 tests par jour en France. C'est très bien. Nous, on hospitalise plus quand même qu'à Paris. Et donc, la proportion de gens hospitalisés est plus importante parce qu'on pense qu'il faut traiter les gens le plus tôt possible. Et du coup, vous avez une proportion des gens qui passent en réanimation qui est 2 fois plus faible à Marseille qu'à Paris, et une mortalité qui est 2 fois plus faible à Marseille qu'à Paris parmi les cas diagnostiqués, hospitalisés, sur les chiffres que vous avez ici. Donc voilà les données que nous avons ici. Je répondrai à toutes les questions que vous voudrez me poser, parce que c'est vous qui organisez la conférence de presse, mais ne me demandez pas de prédire, je ne prédis jamais rien. Et prédire quelque chose sur une maladie nouvelle n'est jamais sérieux. Ce n'est pas raisonnable. On ne connaît pas ce que peut devenir cette maladie. On n'en sait rien. Ce qu'il faut, c'est être armé pour répondre, et pour répondre progressivement, avec calme, avec optimisme, parce que le pessimisme tue les malades. Donc c'est ce qu'on apprend, ce qu'on apprenait en médecine. Il faut toujours prendre la branche la plus optimiste, parce que même il y a 2000 ans de ça, Hippocrate disait ça, il faut commencer par calmer, rassurer les malades, leur donner de l'espoir. Et ce n'est pas un crime de donner de l'espoir aux gens. Quand on pense qu'il y a un espoir, il faut le faire. Voilà. Mesdames, je vous remercie de m'avoir invité. Merci, professeur Raoult. Merci, cher Didier, puisque nous connaissons. Alors, Madame la Présidente du Conseil départemental, cher professeur, Monsieur le Directeur général de la PHM, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, notre ville, notre métropole, notre département sont passés en zone de circulation active du Covid-19. Donc je remercie Didier Raoult de nous avoir un peu exposé la situation sanitaire, parce que je pense, comme lui, qu'il a raison. Avant de faire peur, il faut partir sur du factuel. Il faut comprendre ce qui se passe et il faut arrêter de laisser libre cours à notre imagination et à notre peur, parce que la peur n'est pas un bon moyen de changement. Et comme Didier Raoult, j'ai peur de la peur. Donc on est en zone de circulation active, pourtant nous agissons sans relâche contre cet ennemi et cette épidémie invisible, comme vous a dit Didier Raoult, dont nous ne connaissons pas la fin. Dès mon élection, dès la mise en place de nos équipes, nous avons agi concrètement avec nos propres moyens pour lutter efficacement contre elle. Nous avons notamment fait en sorte de protéger les personnes vulnérables, et Marseille s'est organisée pour mettre à l'abri ces personnes, parfois en grande précarité. La mairie et le SAMU social maintiennent des maraudes de veille sociale auprès des personnes sans domicile. Ils assurent aussi le transport des personnes vers les hébergements d'urgence et la distribution de 500 repas par jour sur l'ensemble des quartiers marseillais. 86 000 repas et 60 000 bouteilles d'eau ont été distribuées à ce jour par les équipes du SAMU social, et je les en remercie. Le gymnase Ruffi accueille tous les jours de 7h30 à 15h celles et ceux qui n'ont pas de domicile pour qu'ils puissent se doucher et bénéficier de toilettes. Des kits d'hygiène sont distribués à l'entrée des douches municipales, comprenant un tube de dentifrice, une brosse à dents, du savon, un shampoing, un peigne, un déodorant homme ou femme,
Et des protections hygiéniques sont également distribuées aux femmes. Et j'ai décidé que ce dispositif serait pérennisé toute l'année. Et je remercie mon adjointe Audrey Garino et les services qui s'en occupent. Désormais, sur décision de l'État, le port du masque est désormais obligatoire dans toute la ville. Aujourd'hui, il est urgent d'accélérer si nous voulons protéger les Marseillaises et les Marseillais. Et cette priorité, nous la partageons avec Madame Martine Vassal, présidente du département et de la métropole. Vous le savez, beaucoup de choses nous ont séparés, beaucoup de choses nous séparent et nous sépareront. C'est normal, c'est la politique. Mais nous sommes des femmes responsables et notre priorité est de tout faire pour éviter la propagation de la maladie. Et cela est indispensable pour sauver les vies des personnes les plus à risque, notamment. Et c'est primordial pour permettre à notre ville un retour à la vie normale. Si on veut continuer à vivre, protégeons-nous, faisons attention. Nous ne voulons plus connaître cette période de confinement qui affecterait une nouvelle fois notre économie, nos emplois et notre vie sociale. Pour cela, nous devons donner les moyens aux Marseillaises et aux Marseillais de se protéger. Donc, dès lundi, nous distribuerons 500 000 masques réutilisables et chaque mairie de secteur, de la majorité et de l'opposition, se chargeront de les mettre à disposition de la population, les plus vulnérables en priorité. Nous allons multiplier les opérations de dépistage gratuits dans tous les quartiers de la ville et dès la semaine prochaine, nous serons en capacité de proposer des sessions de 4 heures sur 2 secteurs par jour. Comme le département, nous préparons les établissements scolaires pour accueillir les enfants en toute sécurité. Tous les agents de la ville seront mobilisés à partir de mardi pour garantir la sécurité des enfants lors de la rentrée scolaire. Ces agentes et ces agents auront à leur disposition des équipements de protection individuels nécessaires, notamment les masques. Nous nous sommes assurés que toutes les écoles, contrairement au passé, disposent de savon pour laver les mains des enfants et aussi de papier toilette. Les écoles seront toutes nettoyées pour la rentrée et nous serons en mesure de multiplier les tests de surface et de désinfection. Avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille, que je remercie, et le service d'assainissement de Marseille Métropole, que je remercie aussi, nous continuons d'effectuer quotidiennement des analyses des réseaux des eaux usées de la ville de Marseille. Et ils y recherchent les traces de Covid-19, ce qui donne une idée de contamination d'une population, et cela nous permet de suivre aussi l'évolution de l'épidémie. Pour garantir la sécurité dans les lieux qui accueillent du public, nous pratiquons des tests de surface et de désinfection à l'ozone. Le bataillon de marins-pompiers peut analyser n'importe quel équipement avec des instruments portables. Cela lui permet de détecter rapidement des traces de virus, de toxines et de bactéries. Avec le département et la métropole, la ville de Marseille va lancer une campagne d'information pour rappeler l'importance des gestes barrières. Nous allons mettre en place des dispositifs de coordination de nos actions et pour cela, je suis favorable à l'initiative que présentera Mme Martine Vassal pour la création d'un comité de coordination Action Covid-19. Je veux adresser un message particulier aux plus jeunes des Marseillaises et des Marseillais. Protégez vos parents et vos grands-parents. Protégez ceux qui sont fragiles et ceux qui sont à risque. Les jeunes sont souvent peu touchés par les symptômes de la Covid-19. Nous voulons persuader ceux qui ne le sont pas déjà que la responsabilité collective passe aussi par eux. Nous leur demandons de montrer l'exemple et nous leur faisons confiance. Je sais que nous viendrons à bout de cette épidémie, même s'il faut supporter sa présence encore quelque temps. Cette conférence de presse est pour moi une preuve de ce que j'avance. Devant vous, vous voyez 2 élus, 2 femmes politiques, que beaucoup de choses séparent sur le plan idéologique, sur notre vision de l'avenir de Marseille. Excuse-moi Didier, mais je ne parle que de nous, mais on sait que tu es là à nos côtés. Nous avons des idées différentes sur bien des sujets, et ces différences demeurent. Mais si nous sommes ensemble ici, aujourd'hui, c'est pour montrer que nous sommes et que nous serons toujours soucieuses de veiller à la santé et à la sécurité des Marseillaises et des Marseillais, avant toute autre considération. Ce que nous sommes capables de faire, Martine et moi, doit être un exemple pour toutes les femmes et les hommes politiques qui se retrouvent face à cette crise. Et je regrette que le gouvernement ne soit pas capable de travailler de la même manière.
J'ai eu des échanges très constructifs avec le préfet de région nouvellement arrivé. Il a fait preuve d'écoute et de sa volonté de travailler avec les collectivités, et je tiens à le saluer. C'est hélas pas le cas du gouvernement. Il décide depuis Paris de ce qui serait bon pour notre ville, sans entamer le dialogue nécessaire avec les élus, et surtout sans nous donner les moyens de faire respecter les décisions qui sont les leurs. Nous avons besoin du soutien de l'État. Nous avons besoin que les décisions se prennent dans la concertation. Le gouvernement doit à présent apporter les effectifs de police nationale suffisants pour faire respecter les arrêtés qu'il prend. Il serait nécessaire, en temps normal, que nous ayons les effectifs suffisants aussi pour assurer la sécurité de notre ville. L'État doit également donner un nombre suffisant de masques aux collégiens, aux lycéens, aux familles les plus précaires, afin qu'étudier, travailler ne devienne pas impossible. Les annonces de ces derniers jours sont préoccupantes, en particulier sur cette question des masques et le refus du gouvernement de les distribuer aux plus pauvres. Heureusement, nous sommes là, nous répondons présentes, mais nous ne pouvons pas en permanence nous substituer à l'État. Je l'ai dit mille fois, la force de notre ville est de résister face à l'adversité. Nous le prouverons une nouvelle fois. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci. Merci. Respectons les gestes barrières. Donnons l'exemple. Comme ça, voilà. Bien, Madame la maire, chers professeurs, mesdames et messieurs les élus, c'est monsieur le directeur, merci de nous accueillir ici dans ce magnifique amphithéâtre, dans ce magnifique endroit que nous aimerions voir moins fréquenté, mais les choses sont différentes. Madame la maire, c'est vrai que dans les moments difficiles, il faut serrer les coudes. Et c'est vrai que nous avons des différentes visions de certaines choses. Quoique je me rappelle, à un moment, on a essayé de comparer vraiment tous les points de divergence. On n'avait pas trouvé autant que ça. Mais quand même, aujourd'hui, sur une... c'est entre nous, ça, c'est entre toutes les deux. Sur l'environnement, surtout, Martine. Surtout sur l'environnement, on était tout à fait en phase. Et il faut qu'on continue surtout à être aux côtés de nos populations. Le couple ville, commune, métropole est un couple qui est indissoluble. C'est comme dans un ménage, des fois on n'est pas toujours d'accord, mais on avance dans l'intérêt essentiellement de la famille. Oui. C'est ce que nous faisons nous. Et en tout cas, pour moi, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'être dans cette conférence de presse commune que nous avons organisée toutes les deux. Alors je sais que la presse a pensé que c'était le professeur Raoult qui faisait une conférence de presse, mais merci au professeur de nous accueillir ici. Donc c'est nous qui avons insisté pour être ici dans le cœur du réacteur pour expliquer nos dispositions et dispositions que nous allons prendre en commun. Un petit mot sur l'équipe du professeur. C'est vrai que quand vous arrivez ici et vous êtes... on est angoissé. Hein, ça a été mon cas, parce que vous vous retrouvez entre quatre murs de ces chambres qu'on avait visitées, mais de par nos fonctions habituelles. Vous regardez toutes les petites bêtes là, qui sont collectionnées dans un appareil un peu spécial. Vous vous dites, j'espère qu'on n'aura jamais besoin d'y venir. Mais quand vous y êtes, ça vous fait un peu un choc. Et là, vous vous retrouvez dans un flot et vous avez une équipe ici tout à fait remarquable qui vous conseille et qui demande votre avis et qui vous aide à passer ces caps. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites, merci pour tout ce que vous avez réalisé durant notamment cette période de confinement. Et puis après ce confinement, on a beaucoup de chance d'avoir chez nous ici le professeur Raoult. Alors c'est vrai que c'est un révolutionnaire, hein, comme nous, hein. C'est normal, il est du Sud, mais surtout, il n'a toujours rien lâché. Et à titre personnel, je n'ai aucune compétence médicale, et c'est vrai que je me suis beaucoup rapprochée du professeur pour savoir comment on pouvait faire pour gérer au mieux possible cette épidémie. Et c'est comme ça qu'on a mis en place aussi des dispositifs que l'on va continuer à développer. Alors, c'est vrai que Michel a raison de le dire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin du tout d'avoir de querelles politiques, on n'a pas besoin du tout d'avoir de combats idéologiques, on a besoin de faire bloc
pour qu'on puisse être en avance sur ce virus. Et c'est vraiment ce qui nous a aidé lors de la partie du confinement et après le déconfinement, c'est d'être dans ce bloc et d'avancer pour que nos populations soient le plus protégées possible. C'est une politique que je mène avec l'ensemble des 119 communes du territoire et avec des maires qui non plus tous ne partagent pas tous les mêmes opinions politiques que moi. Mais je crois qu'aujourd'hui, une fois que les combats sont passés, il faut respecter la démocratie et après il faut avancer. Parce que c'est l'intérêt véritablement de nos populations et c'est aussi un moyen de réconcilier nos électeurs pour retourner aux urnes et leur redonner confiance. En tout cas, aujourd'hui, bien sûr que on discutera, on aura des débats, on aura de la contradiction, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas du tout à l'ordre du jour. Et merci d'avoir accepté, aussi à l'ensemble de l'équipe, de pouvoir ici s'articuler et parfaitement coordonner nos actions pour que nous soyons en phase pour notre population. On a vraiment besoin. Alors, aujourd'hui, c'est une nécessité impérieuse. Pourquoi ? Parce que nous avons sur notre tête, tu l'as dit Michel, cette épée de Damoclès du reconfinement. Ce confinement déjà a été extrêmement traumatisant pour l'ensemble des personnes, mais ça serait catastrophique de retomber dans cette situation pour tous les motifs qu'on a connus, que ce soit humanitaire, social, économique, et surtout être stigmatisé, département des Bouches-du-Rhône, et pointé du doigt par la France entière, avec tout ce qu'on essaye de faire pour améliorer nos images. Je pense que là, ça serait vraiment quelque chose de catastrophique pour nous et pour l'ensemble de nos populations. Donc la première des choses, ce sont les masques. Alors je connais la théorie du professeur Raoult sur les masques, mais le masque, c'est vrai, nous aide à... Pour nous, les non-médicaux, les béotiens en médecine, nous aident à conserver les gestes barrières. Parce que si on lève le masque, on va avoir tendance à aller plus l'un vers l'autre, d'éviter de se faire des bises, de se serrer les mains. Donc c'est vrai que le masque, qui est extrêmement désagréable à porter, nous aide quand même à préserver dans cette période d'épidémie où on ne sait pas si quand on l'a eu, on peut le rattraper, ou quand on ne l'a pas eu, on va l'avoir, et quelles vont être les conséquences. Donc je pense que le port du masque est important, donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait des commandes de masques, à la fois chirurgicaux et à la fois en tissu, pour les distribuer également à tous les collégiens. Donc nous distribuerons un masque à tous les collégiens à partir de la rentrée scolaire. Donc nous avons mis en place un kit de rentrée pour tous les enfants, mais les kits de rentrée étaient déjà prêts. Donc on rajoutera et on donnera individuellement à chaque établissement un masque pour chacun des enfants. Et puis pareil dans les communes qui le souhaitent, parce que ce n'est pas toujours évident quand on a une commune d'une petite moyenne importance de pouvoir commander les masques. Donc là aussi, ils continueront à être à disposition comme nous l'avons fait depuis le mois de mai. Il faut qu'on réussisse cette rentrée scolaire. Parce que le fait d'avoir eu cette coupure pendant presque, même avec les 2 mois de vacances scolaires, ça fait 5 mois de rupture avec la scolarité, c'est vraiment un souci qui nous tient et qui nous tient à cœur. Donc effectivement, il y aura un masque pour chacun des collégiens. Alors je vais revenir sur les collèges, mais en complément de ce que Madame la maire fait pour les plus démunis, j'ai pris également la décision de distribuer un masque à chaque bénéficiaire du RSA. Donc ça sera fait au travers des maisons de la solidarité, qui permettront aussi, c'est aussi un geste de notre part, pour que les plus démunis, qui n'ont pas particulièrement beaucoup de moyens, puissent aussi se protéger et puis les aider aussi à se déplacer dans la ville et à chercher aussi ce dont ils ont besoin. Alors, les agents territoriaux, donc nous des collèges, ont commencé mardi. Donc on a bien entendu fait les infections habituelles. Et en plus, on leur a proposé de se faire tester. Alors ça, c'est de manière volontaire. Donc moi, je les incite de manière très forte. Donc ça a commencé depuis mardi. Donc je n'ai pas encore le retour sur le nombre d'agents qui ont accepté. Ils sont 1500. Et nous avons proposé qu'ils viennent se faire tester sur 8 points, 8 centres qui sont dans des collèges sur tout le territoire.
Et ensuite, les analyses sont envoyées au laboratoire départemental. Donc bien sûr, ils peuvent venir s'ils le souhaitent avec leur famille, s'ils sont symptomatiques. Et nous avons également proposé aux professeurs de faire la même chose pour essayer de rassurer un peu les parents. Donc nous avons cette capacité, dont on a beaucoup de chance, puisqu'on a un laboratoire départemental que nous avons mis en place dès le début, sous les conseils avisés du professeur Raoult. Ce laboratoire peut faire 850 tests par jour. Alors, c'est loin de vos 3000 tests par jour, mais ça peut être complémentaire. Et ça peut compléter également l'offre privée qui est donnée. Donc je pense qu'il faut véritablement dans cette concertation travailler de manière très étroite, mais je crois que c'est ce que vous faites aussi avec les parents d'élèves qui sont très inquiets sur la remise des enfants dans les établissements. Donc nous, les collégiens, donc ça, nous porterons le masque aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a un protocole qui a été fait pour chaque établissement qui a été distribué à chaque chef d'établissement pour qu'il y ait également, moi c'est ce que j'ai conseillé au recteur, avoir la même stratégie sur tous les collèges. Parce que ce qu'on a eu comme difficulté au niveau du confinement, c'est que quand on a commencé à déconfiner, dans des collèges étaient différents, donc les parents avaient un peu de mal à s'y retrouver, cantine, pas cantine, demi-journée, pas demi-journée. Donc là aujourd'hui on a besoin qu'il y ait une reprise complète de l'économie aussi. Donc les parents doivent pouvoir savoir s'ils peuvent laisser leurs enfants. Alors autant on peut laisser, alors les primaires c'est pas possible, mais on peut laisser des petits 4e, 3e, mais les petits 6e qui arrivent, c'est sûr qu'on ne peut pas les laisser comme ça, sans savoir s'ils restent en demi-journée, en journée complète, s'il y a cantine, s'il n'y a pas cantine. Donc déjà que c'est un choc pour eux de passer du primaire au collège, là il faut que vraiment ce soit quelque chose qui soit fait de manière concertée. Donc nous allons également, alors cette fois-ci c'est la première année, mais c'est dans le cadre du plan Charlemagne, distribuer des tablettes numériques à tous les enfants, et nous avons décidé également, ces tablettes numériques ont permis pendant la période de Covid bien de travailler sur place. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait certains enfants qui, alors il y avait ceux qui disaient que ça ne marchait pas, on connaît les enfants, puis il y avait ceux qui n'avaient pas les moyens d'avoir une liaison Internet. Donc nous avons identifié, enfin c'est le rectorat qui a identifié à peu près 3000 enfants, ce qu'on appelle des décrocheurs, pour leur fournir une clé 3G, pour leur permettre, en cas de reconfinement ou en cas de difficulté, mais déjà on donnera à ces enfants pour qu'ils puissent travailler chez eux sur les tablettes une liaison Internet, parce que c'est vrai que certains n'ont pas les moyens de payer cette liaison Internet tous les mois. Donc il y a une distribution qui sera faite. Et une distribution également qui sera faite de tablettes. On a pris des tablettes spécifiques dans les MEX, dans les maisons qui accueillent des enfants. On a, voilà, pour que également dans ces maisons-là, ils puissent également suivre les cours. Donc on a tiré des leçons de la partie confinement et de la partie déconfinement après par la suite. Alors Madame la maire en a parlé. Nous avons également proposé de créer donc ce comité de coordination Action Covid-19 où nous souhaitons que, bien entendu, tous les élus qui sont délégués à la santé, que ce soit à la ville, mais que ce soit également au département, à la métropole, bien sûr à la région, et également que la PHM soit présent, et qu'il y ait également, j'ai demandé à ce que soit rajouté également des élus par bassin de vie pour l'Union des maires. Comme ça, il y aura une véritable coordination, puisque tout le territoire est quand même concerné par ces mesures. Alors, Madame la maire, vous l'avez fait, mais je vais le faire également. Je tiens à souligner l'excellence du travail du BMP. Il y avait des vieilles querelles qui existaient, comme quoi vous voyez, on peut toujours enterrer les vieilles querelles, avec les sapeurs-pompiers. Donc ça a bien fonctionné. Vous savez, je le dis régulièrement, que ce soit les feux, les inondations, les épidémies, elles ne s'arrêtent pas aux frontières administratives d'une commune. Donc il est important que chacun travaille de manière concertée. Donc le BMP fait les tests sur Marseille et les sapeurs font les tests sur l'extérieur des communes. Donc nous allons tourner, puisque nous avons quand même en tout ces 13 communes, je crois Michel, qui sont concernées par l'arrêté du centre-ville qui oblige le port du masque. Donc nous allons
proposer à la totalité des maires de pouvoir les aider. Donc vous avez le BMP, donc on vient en complément, et puis dans les autres communes, eh bien, on propose également des tests. Donc ça commence à partir de la semaine prochaine. Donc on pourra peut-être distribuer à la presse les différentes communes avec les différents lieux. Comme ça, vous pourrez aussi en faire la publicité. En tout cas, tous ces tests, nous, vont aller au laboratoire départemental. Alors, le laboratoire départemental, qui est très bien armé pour ça, qui a été extrêmement corvéable durant la crise du Covid et qui, à partir de lundi, est en opérationnel complet, qui viendra en complément de ce que vous faites et en complément de ce que font également les laboratoires privés. Et puis, nous avons cette problématique de l'arrêté qui a été pris et qui est en vigueur depuis hier soir sur tout le département. Donc, un arrêté qui impose aux bars et aux restaurants de fermer à 23 heures. Alors, il existait un arrêté qui, normalement, les autorisait jusqu'à minuit 30. Et il y avait une prolongation qui était faite par commune jusqu'à 2 heures du matin, je crois, une autorisation spéciale. Bon, 23 heures, on va voir ce que ça va avoir comme incidence. On n'a pas assez de recul pour l'instant. On est très inquiète, hein, on en a discuté toutes les deux sur le fait que, bien, à 23 heures, surtout au niveau de la jeunesse, alors bon, les cours reprennent la semaine prochaine. Pas les étudiants. Hein. Mais pas les étudiants. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Donc, c'est un peu aussi un point d'inquiétude pour nous. C'est un point d'inquiétude au niveau économique aussi par rapport aux restaurateurs et aux bars qui ont beaucoup souffert pendant cette période de confinement, ça, on le sait. Donc, je travaille avec le président Renaud Muselier pour essayer de monter un plan économique. Donc, on voit la Fédération des restaurateurs la semaine prochaine pour essayer de voir comment on peut les aider, de voir l'implication que ça peut avoir, parce qu'on sait très bien que dans les bars et restaurants, si vous arrêtez à 23 heures, vous avez besoin de faire 2 services. Donc, que vont devenir d'abord le manque à gagner et puis les personnes qui vont se retrouver sur le carreau parce qu'elles n'auront pas de travail. Donc, je pense qu'on a aussi un gros travail à faire au niveau économique sur cette partie-là pour aider à repasser le mieux possible cette crise. Donc, nous, on a pris une disposition sur tout le domaine métropolitain d'exonérer jusqu'à la fin de l'année les taxes d'emplacement. Donc ça, on va le continuer. Et l'idée, c'est également de faire cette campagne de communication commune. Donc vous verrez des affiches. Alors je ne sais pas si on les a de prête. Elles sont là. Elle est où? Ah, sur les écrans, on ne voit pas les écrans. Donc vous voyez donc sur les écrans donc la campagne que nous menons ensemble pour montrer bien qu'il faut impérativement faire attention, les gestes barrières, les masques et préserver ceux qui sont autour de nous, ceux qu'on aime, pour ne pas qu'il y ait de malades supplémentaires et que surtout on ne soit pas dans des conditions absolument catastrophiques. Alors sur le gouvernement, oui Michel. Tout à fait. Donc sur le gouvernement, on travaille main dans la main avec le préfet, l'ancien préfet d'ailleurs aussi, et le nouveau préfet qui vient d'arriver a pris cette problématique à bras le corps. Le préfet de police aussi. Oui, nous avons besoin d'effectifs de police nationale supplémentaires. On en avait besoin avant, alors on en a besoin encore plus maintenant. Donc oui, nous avons besoin d'avoir sur la deuxième ville de France, sur un territoire qui est aussi peuplé que le nôtre, dans une configuration où il y a énormément de monde cet été, puisque on a beaucoup de touristes qui sont venus sur notre territoire, sur notre département, tant mieux. Mais derrière, effectivement, il faut avoir une certaine souplesse pour que nous puissions pouvoir aussi avoir des effectifs de police qui aident. Ce n'est pas une question obligatoirement de verbalisation, mais c'est une question pour pouvoir que les choses se passent le mieux, parce que l'idée, c'est vraiment qu'on arrête cette épidémie, on arrête cette pandémie. Donc, et je pense qu'il y a aussi un autre dossier qui est important, c'est la mobilité. Je pense que cette mobilité, aujourd'hui, on le sait, ce n'est pas suffisant. On sait très bien que le maillage, on sait très bien qu'on a un retard considérable, on y travaille. On va commencer l'enquête publique dans pas très longtemps sur l'extension du tramway sur le nord et sur le sud de la ville de Marseille. Donc là, on aura l'occasion de discuter sur les tracés, sur la vision avec les différents maires de secteur, voir comment ils l'imaginent. Mais on a vraiment besoin de créer cette agence de mobilité.
Donc, pour qu'on puisse, dans le cadre du plan, je crois que le gouvernement, c'est le 3 septembre qu'il l'annonce, le gouvernement annonce son plan économique. C'est un moyen qui nous permettra de prendre une envergure différente. On le dit depuis un nombre d'années incroyable, il faut que nous développions notre réseau de mobilité sur tout le territoire, pas que la ville-centre, mais surtout la totalité du territoire. Il faut accélérer les travaux de la gare Saint-Charles, il faut accélérer la mise en place des lignes de transport en commun. Donc ça, c'est fondamental. Et pour ça, le nœud, on le connaît, hein, c'est un problème budgétaire, c'est un problème financier. Donc si on arrive à créer cette agence de mobilité, eh bien derrière, on pourra recueillir l'ensemble des fonds sur cette même agence et à ce moment-là, travailler dans le sens de la mobilité. C'est indispensable, c'est obligatoire aujourd'hui et c'est un moyen également à la fois de pouvoir agir de manière concrète, de manière réelle et de manière immédiate. Donc voilà un peu ce que je voulais vous annoncer ce matin. Donc un travail en commun. Une mobilisation très forte de tout le monde. Tu as raison, Michel, de dire qu'on a tous été touchés, de près ou de loin. Notre jeunesse, on l'adore, on se ferait tuer pour nos enfants, ça c'est clair, hein. Mais il faut qu'ils fassent attention. Il faut qu'ils fassent attention parce que s'ils aiment leurs parents, s'ils aiment leurs grands-parents, il faut que leur inconscience, leur insouciance, on la comprend, on est passé par là. Mais à un moment, il faut aussi avoir ce sens des responsabilités. Donc, pour les personnels soignants qui se sont battus pendant tous ces mois, qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes pour tout ce qu'on a appelé les héros du quotidien, où qu'ils soient, qui ont permis aux services publics de continuer à fonctionner. Pour tout cela, pour le respect de la vie en société, il faut que nos jeunes, on puisse à la fois leur permettre de s'exprimer, mais aussi il faut qu'ils comprennent qu'on est dans une situation extrêmement serrée, extrêmement compliquée, qu'on compte sur eux et que surtout ce qu'on veut, c'est qu'ils prennent soin d'eux et qu'on prenne soin de nous aussi. En tout cas, nous, c'est notre volonté commune. En tout cas, merci Michel d'avoir accepté et d'avoir monté cette conférence de presse commune. Merci Martine. Merci. Alors, si vous avez des questions, parce que oui, M. Martoc, là-haut au fond. Allez-y. Ouais. Ah. Merci. Olivier Martoc, France Inter, et puis d'autres médias. Juste une question rapide. On a vu le professeur Raoult nous expliquer que Paris, en gros, je résume, faisait pire que Marseille. On a vu le maire de Marseille nous dire que la décision du gouvernement par rapport à Marseille avait été, entre guillemets, unique, puisqu'il ne fait pas pareil à Paris. Martine Vassal, juste la question, c'est est-ce que sur cette ligne politique, vous êtes sur cette même ligne? Autrement dit, le gouvernement a pris une mesure un peu vexatoire sur Marseille, alors que les chiffres sur Paris sont au moins aussi mauvais. Alors, dans cette mesure, la problématique, c'est que tout le département est considéré. Donc, vous avez des établissements, des bars, des restaurants dans tout le territoire qui n'ont pas la même problématique que sur les grandes villes, dans leur totalité. Donc, ce que nous regrettons, enfin Michel le dira aussi bien que moi, mais ce que nous regrettons, c'est le manque de concertation. On concerte très bien avec le représentant local du gouvernement. Le préfet de police, et M. Ouanessi, on peut le dire, est tout à fait à notre écoute. Il rêverait d'avoir des effectifs supplémentaires, mais ce qu'on n'arrive pas, c'est à faire remonter les choses. Alors nous avons la chance ce soir, oui. Nous y serons toutes les deux d'ailleurs, oui. De la visite d'Olivier Véran, qui vient voir des laboratoires et on a une réunion en fin d'après-midi en préfecture. Donc on va lui expliquer, lui donner notre sentiment. Et c'est la raison pour laquelle aussi on est là unis pour dire, attendez, nous on est tous d'accord, hein. Nous on veut se débarrasser de ce truc-là. Voilà. Je tenais à signaler que, comme l'a dit Martine Vassal, le préfet de région a été très à l'écoute, puisque quand je l'ai vu la première fois, il me dit, écoutez, Paris veut fermer les bars à 20h. Et là, j'ai réagi immédiatement. J'ai dit 20h, pourquoi 20h? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les conséquences immédiates d'une fermeture de bar à 20h? À 20h, on va déplacer le problème. L'État, la police nationale n'est pas en capacité de contrôler des espaces clos. Qu'est-ce que vont faire nos jeunes, notre population à 20h? Ils vont aller sur l'espace public. Et à Marseille, l'espace public, il est très, très, très étalé. Donc, finalement, on va faire déplacer le problème
vous mettez un arrêté en place, mais vous ne donnez pas les moyens de réfléchir aux conséquences. Et ça, c'est inadmissible. Moi, je veux de l'efficacité, je ne veux pas une politique d'affichage. Voilà ce que je lui ai dit. On a bien discuté ensemble. Et il a dit, moi, ce que je vous propose de négocier, c'est le dernier accueil à 23 heures. Moi, je vous dis réellement ce qu'a dit le préfet de région, et je pense qu'il faut lui rendre honneur. Moi, je propose dernier accueil à 23 heures, ce qui permettrait de faire un deuxième service pour une fermeture à minuit. Ce qui était très bien. Mais il n'a pas été suivi, puisqu'il nous a informé après que ça n'avait pas été accepté, que ça avait été 23 heures. Donc c'est vrai, comme tu l'as dit Martine, ça empêche un deuxième service éventuel. Voilà. Oui. Est-ce qu'il a été question à un moment pour le gouvernement d'imposer un reconfinement à Marseille ? Ils évoquaient, si la situation continue à se dégrader, de voir probablement si, dans les 15 jours qui suivent, on parle toujours de 15 jours plus tard, Didier, tu pourras en parler si tu veux. Professeur Raoult, excusez-moi, vous pourrez en parler si vous voulez. Parce que, voilà, ils envisageaient ça, et bon, là, j'ai dit, c'est inenvisageable, parce que quand on prend une mesure, il faut que pour qu'elle soit acceptée, elle soit comprise. Quand on a été confiné, la première phase, il y avait les services de réanimation qui étaient saturés, il y avait donc, on va parler de la France, je ne vais pas parler de Marseille, c'est la France entière, les services qui étaient saturés, on ne pouvait pas faire face à l'urgence, il y avait un nombre important de décès chez des populations à risque. Les gens ont compris et ont accepté le confinement, ils l'ont subi. Mais là, qu'est-ce qu'on va leur faire à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône? On va leur dire on vous confine. Et pourquoi? Où est le nombre de morts? Comme l'a dit le professeur Raoult, ça ne nécessite pas. Voilà, pour favoriser une adhésion, il faut que les gens sentent que c'est nécessaire. Et c'est pour moi, quand on étudie les chiffres, non, il faut éviter, il ne faut pas qu'ils reconfinent. Parce que là, la population des Marseille et je pense des Bouches-du-Rhône n'acceptera ça. Et quelle retombée après économique? Il faut y penser aussi. Et qu'à Paris, par contre, ils n'ont pas envisagé le confinement. De poids, de mesure. Moi, je l'ai dit au préfet de région, oui, je l'ai dit au ministre quand il m'a téléphoné aussi, je l'ai dit aussi à M. Castex, par téléphone. Et je suis prête à le redire. Oui, il continue. Tout à fait. Voilà, oui. Oui. Le travail de ce comité, donc, il réunit les différents acteurs institutionnels donc, qui suivent, donc, qui se prennent en charge cette pandémie. Il y a l'ARS, il y a la préfecture, il y a le bataillon des marins-pompiers, il y a la ville de Marseille, il y a la métropole, il y a eu l'assurance maladie, et il y a eu la dernière, il y a eu le rectorat. Pour la dernière, parce qu'on préparait donc la rentrée. Et on a donc un état des lieux qui est fait, et ensuite une prise de décision collective et des actions qui sont mises en place, voilà, régulièrement. Voilà. Oui, l'avantage, c'est qu'avec le comité, ce seront des élus qui seront présents. Voilà, tandis que là, c'est un comité plus technique fait par la préfecture. Et donc, l'idée, c'est de prendre des décisions au plus rapide, au plus vite. Et d'être extrêmement réactif. C'est ce qu'on disait en début d'introduction. Hein. Il faut être en avance sur ce virus. Donc, voilà. Bonjour, Guylaine Hidou pour le journal du dimanche. Elle est où, Guylaine? Je voilà. Là. Je la voyais plus. Bonjour mesdames, bonjour monsieur, bonjour professeur. Question pour le professeur Raoult. Il m'a semblé comprendre dans ses dernières interventions que le Covid avait changé de nature et qu'il était moins dangereux aujourd'hui. Et la deuxième question, est-ce que vous dites le ou la Covid? Ça nous anime beaucoup en ce moment. Merci. Pour la deuxième question, il faut vous poser la question à l'Académie française. C'est son métier de déterminer le sexe des microbes. Peut-être par sexisme, non. Parce que comme c'est méchant, je dis que c'est un mâle. Voilà. Surtout en présent, là, je ne veux pas dire. Vous vous rappelez qu'à un moment, on appelait les tempêtes, on leur donnait que des noms féminins, et au bout d'un moment, vous ne pouvez pas donner que des noms féminins aux tempêtes. Une fois un nom masculin, une fois un nom féminin. C'est pas que les femmes qui font des tempêtes. Non, sur les données qu'on a eues maintenant, qu'on a analysées du 15 juin au 15 août, sur les patients que nous avons eus ici, les critères de gravité sont plus bas que ce que nous avions jusque-là, en dépit du fait que la moyenne d'âge n'est pas spectaculairement différente. Donc il y a moins de réanimation, il y a moins de morts. Les marqueurs de gravité
qui sont les troubles de la coagulation, qui sont les marqueurs de gravité les plus efficaces, sont plus bas. Et donc, pour cette tranche-là, mais encore une fois, hein, on ne peut rien prédire de ça. Il faut savoir qu'en même temps, circuler deux souches différentes. Il y en a une qui apparaît en train de disparaître, mais une souche très différente. C'est peut-être la circulation de cette souche très différente, en train d'étudier ça, cette souche très différente qui faisait que les formes étaient moins graves. Au début, on pensait que c'était le début de la remontée, c'était effectivement des jeunes. C'est remonté en même temps que les maladies sexuellement transmises, donc c'est la libération de la jeunesse, que ce que je vous dise. Maintenant, c'est plus le cas. C'est-à-dire que ce que nous avons actuellement, la répartition par âge est la même que ce que nous avions avant. Voilà. Hugo Hamelin pour la radio RTL. Bonjour à tous. Une question peut-être pour le professeur Raoult, mais j'aimerais bien avoir votre réaction également. Quelle est l'incidence de la venue de milliers de touristes, de dizaines de milliers de touristes cet été sur la circulation, sur la situation sanitaire aujourd'hui à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône? Aujourd'hui, on prend des mesures à la fin de l'été. Est-ce que la venue de dizaines de milliers de touristes a favorisé cette circulation du virus? Est-ce que c'est la principale cause même de la situation sanitaire aujourd'hui? Alors, la cause, c'est aussi difficile que la prédiction. Donc, je ne parle jamais de cause, j'en sais rien. Nous avions au début, je peux vous donner les chiffres, pour les chiffres, je sais, enfin je sais ce que j'ai. Hein. Au début de cette reprise, nous y avions jusqu'à 60% de cas importés. Alors, on a eu beaucoup de cas importés par bateau, hein, du sud de la Méditerranée, beaucoup. C'est plus le cas maintenant. Maintenant, quand je regarde les cas qui sont positifs, il y a 60% des cas positifs qui ont une adresse marseillaise. Et il y a 40% qui n'ont pas une adresse marseillaise. Certaines ont une adresse régionale et certains sont des touristes qui viennent ici ou qui viennent voir leur famille. Et bien entendu, on peut imaginer qu'à la fin de l'été, cette partie-là, qui entraîne une partie de la circulation, diminue. De là à en déduire ce qui va se passer sur l'épidémie, c'est pas moi qui vous le dirai. Encore une fois, s'il y a bien sûr une chose dont je suis sûr, c'est qu'on ne prédit jamais rien. On regarde et puis on regarde ce à quoi ça ressemblait qui est apparu avant, et puis c'est tout ce qu'on peut faire. Si le professeur n'a pas répondu, voilà. Si le professeur n'a pas la réponse, alors nous, encore moins. C'est pas moi la conférence de presse. Oui, mais moi, vous avez quand même cette question dont j'avais besoin. Vous parlez d'une incidence de décès qui, depuis le 15 juin, qui est à 0,2%. C'est ce que j'ai noté rapidement sur vos écrans. Est-ce que ce n'était pas déjà la même incidence dans la précédente vague? Non, l'incidence des décès, c'est très difficile à calculer parce que ça dépend du dénominateur. D'accord ? Donc ici, on a beaucoup testé. Donc bien entendu, la proportion de morts est faible. Les deux exemples, vraiment, enfin il y a trois exemples dans lesquels il y a une évaluation massive du premier acte. Ça a été sur les deux bateaux. Ici, le Charles de Gaulle, le bateau qui a été mis en quarantaine au Japon. Alors sur le Charles de Gaulle, il y a eu 0 mort. Il y a eu, je crois, 2 ou 3 personnes qui sont passées en réanimation, mais des morts, il n'y en a pas eu. Mais c'était des gens jeunes, en bonne santé physique. Et donc, ça veut dire que là non plus, il ne faut pas devenir fou. Je sais que c'est difficile dans les temps actuels, mais globalement, si vous avez une population jeune et en bonne santé, le risque de mort est négligeable. Et globalement, c'est vrai que si vous regardez l'Europe, vous avez peut-être 8% des gens qui sont morts qui avaient moins de 60 ans et 50% qui avaient plus de 85 ans. D'accord ? Donc on voit bien, il y a une population très fragile, qui sont les sujets très âgés, qui ont une espérance de vie très faible d'ailleurs, et donc qui décèdent de ça. Nous, dans cette dernière vague, si vous voulez, dans les 4 décès que nous avons eus, il y avait 2 personnes qui étaient en fin de vie, et qui sont mortes avec le Covid, mais la causalité, le rôle du Covid là-dedans est entièrement marginal. C'est les gens qui avaient moins de 6 mois d'espérance de vie. Il y en a un qui est arrivé effectivement de l'étranger et qu'on n'a pas eu le temps de traiter, qui est mort le lendemain, et il y en a eu un qu'on a eu le temps de traiter 3 jours et qui avait 84 ans, qui est mort. Voilà, donc c'est la situation, si vous voulez. Donc il
il faut faire attention quand on manie les chiffres. D'un coup, les morts ne sont pas tous les mêmes. Vos gosses, s'ils meurent de ça, c'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose, quoi, hein. Globalement, les jeunes ne meurent pas de ça, hein. Donc globalement, c'est même, nous on trouve que c'est même un marqueur de qualité des soins, c'est la proportion des gens de moins de 60 ans qui sont morts du Covid. Ici, et dans la région PACA, globalement, c'est 4,4% des gens qui sont morts de Covid avaient moins de 60 ans. D'accord ? Voilà, ça c'est nos chiffres à nous. Je ne parle pas des chiffres des autres, parce que c'est leurs chiffres. Voilà. Donc, encore une fois, ici et pour l'instant, très bien, la vigilance est quelque chose d'essentiel. Nous, on est toujours, vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai écrit, il y a bien longtemps, j'ai honte, que sais-je, en disant, dans les nouvelles maladies infectieuses, si vis pacem parabellum, ce que les anciens latinistes savaient, c'est si tu veux avoir la paix, il faut préparer la guerre. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On est sur le pied de guerre tout le temps, ouais, et donc on est capable de réagir à des situations de cette nature parce qu'on sait que ça peut arriver. Voilà. Et donc, je pense, ce que j'avais conseillé il y a 20 ans au ministre, c'est qu'il ne fallait pas en avoir un d'IHU, mais 6 ou 7 pour être prêt à répondre à des crises de cette nature sans affolement, avec des gens qui ont l'habitude de gérer ce type d'exigences qui sont croissantes. Et du coup, il faut avoir des réactions. C'est à ça. Je vais essayer de vous donner un exemple. Vous voyez, le 3e étage, qui était notre étage pour les hypercontagieux, on a une réponse graduée dedans. C'est-à-dire on a 7 lits, 15 lits ou 25 lits en fonction du nombre de gens. Et c'est tout notre principe ici, c'est la réponse graduée. Les réponses dans une situation épidémique ou de contagion, pour moi, ça n'est pas tout ou rien. On a une réponse qui est graduée, qui est adaptée à la gravité de la situation, parce qu'il ne faut pas compter sur les mathématiciens pour vous dire ce qui va se passer après-demain, parce que ça ne marche pas. Voilà. Il faut avoir une réponse graduée et répondre au fur et à mesure que les choses se déroulent. Bonjour, Charline Murel, journaliste pour LCI. On a entendu depuis tout à l'heure l'opposition entre Paris, entre Marseille. Est-ce que finalement vous avez la sensation d'être stigmatisé par le gouvernement, que la population subit une certaine forme d'injustice ? Comme l'a dit Martine Vassal, on est peut-être stigmatisé ou pas, ce n'est pas le problème, c'est qu'on n'est surtout pas concerté. Le problème, c'est de nous imposer des décisions sans concertation. C'est ça le problème. Voilà. Hein ? Parce que si on nous stigmatise, on n'a pas eu des chiffres tout au long de l'épidémie qui faisaient en sorte de dire que Marseille était la mauvaise élève, comme on a pu me le dire l'autre fois. Marseille, ça n'a jamais été la mauvaise élève. Marseille, on vous le prouve, fait tout pour faire face et protéger sa population. Et je suis ravie qu'on travaille en union complète avec le département et la métropole pour protéger l'ensemble de la population marseillaise, métropolitaine et bucco-rhodanienne. Voilà. Mais je pense que s'ils nous stigmatisent, sur quels critères nous stigmatisent-ils ? Par contre, ils ne nous concertent pas. Les habitants, en tout cas, se sentent stigmatisés et ne comprennent pas pourquoi il y a cette mesure à Marseille et pas ailleurs. C'est ce que je vous ai dit. Pour que les habitants adhèrent à une mesure, il faut qu'ils la comprennent. Et c'est vrai qu'ils ne la comprennent pas, que nous ne la comprenons pas. C'est surtout tout le territoire qui est concerné. C'est tout le département des Bouches-du-Rhône. Hein. C'est 2 millions d'habitants. Donc, il y a la ville de Marseille, c'est la ville-centre, c'est 45% de la population. Et après, on a tout le reste du département. Donc, il faut... Alors, on ne peut pas dire, on va attendre ce soir. On va voir ce soir quand... voilà. Voilà, donc on va attendre ce soir, puisqu'on voit le ministre de la Santé qui vient, après une disposition qui est quand même assez dure, qui concerne tout le territoire. On n'a pas fait le compte, mais la semaine prochaine, on a une réunion avec le syndicat des hôteliers et restaurateurs. On verra combien de commerçants sont concernés sur tout le territoire, sur tout le département des Bouches-du-Rhône. C'est énorme. Est-ce que les cas sont identiques sur des petits villages? Parce que ça veut dire que dans les petits villages du département, les bars et restaurants ferment aussi à 23h. Donc, quelle est l'incidence aujourd'hui? On ne l'a pas. Alors, si derrière, après, le gouvernement, au niveau des mesures, nous aide aussi dans son plan de relance, écoutez, on dira merci, hein, on sait très bien dire merci. Vous savez, je pense que nous, dans le Sud, on a toujours été stigmatisés, on a toujours été montrés comme les mauvais petits canards, n'est-ce pas, professeur? Donc, c'est pas parce qu'on est un peu...
Oui, et puis on a nos caractères. Je veux dire, on est là pour le bien public. On n'est pas là pour la gloriole, on n'est pas là... Non, nous ce qu'on veut, c'est avoir des résultats donc, sur l'actualité. Donc on demande à être entendu. Donc on a quand même une certaine expérience. On a très bien géré cette partie confinement et déconfinement. Donc derrière, on peut être capable aussi de gérer la deuxième partie. Mais il faut qu'on travaille main dans la main. Il faut que ce soit un couple de collectivités et l'État doit venir nous pointer, parce que ça ne nous fait pas plaisir de nous retrouver sur vos chaînes d'infos tous les jours marqués au fer rouge. Franchement, on parle que du département des Bouches-du-Rhône. Moi, je préférerais qu'on parle du département des Bouches-du-Rhône parce qu'il est attractif, parce qu'il fait beau, parce qu'il y a des établissements intéressants, il y a des belles choses à faire, il y a des beaux événements, plutôt que de dire attention, ici, si vous venez, vous allez attraper le Covid. Parce que moi, j'ai toujours dit le Covid. Hein. Je pense que c'est mon côté féministe qui doit ressortir. Bonjour. Dernière question, il y a trop de temps d'intervention. Justine Fontaine pour BFM. Organiser cette conférence de presse à 10h30 en même temps que c'est le gouvernement. C'est eux qui l'ont organisé. Oui, c'est ça. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit vu comme un manque de courtoisie républicaine? C'est eux qui l'ont organisé après nous. Désolé. Donc, nous, par courtoisie, on vous avait invité, on a maintenu notre conférence de presse. Voilà. Merci. Quid de la concertation?